Au Québec, on a tendance à être des sortes de victimes professionnelles. Sans doute à cause d'un passé colonisé. On a eu des bourreaux officiels, alors on s'est cantonné dans des positions de victimes. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'être des bourreaux. Ça veut dire que nous aussi, en retour, on est bien capable de tyranniser et d'autres gens, et surtout de se tyranniser nous-mêmes. Mais en gros, disons, prédominant, les victimes ont meilleure presse que les bourreaux au Québec. Les gens ont de la difficulté à se séparer parce qu'ils ont peur de faire de la peine, toutes sortes de choses comme ça. Et ça nous montre comment on est dans la psychologie de la victime. Vincent Gratton, 170 livres de dynamite. Suis-je victime ou bourreau? C'est ce que nous révélera cette séance avec notre bon docteur Cormier. Je m'appelle Dominique Bertrand. J'ai accepté d'être ici aujourd'hui parce que je pense que ce dont on va discuter nous permet d'être heureux. En dehors de cette réflexion-là, il n'y a pas de bonheur possible. Salut, je m'appelle Normand D'Amour, je suis comédien. J'ai hâte qu'on puisse commencer à s'aimer vraiment soi-même pour plus être victime des autres. Bonjour, je me présente. Mon nom est Sylvie Lauzon. Je suis animatrice à la radio et à la télé. J'ai l'impression d'avoir subi les 40 premières années de ma vie, de m'être conclue dans le rôle de victime. Pour les 40 prochaines, j'ai décidé de choisir. La psychologie de la victime, c'est la personne, au fond, le sentiment dominant, c'est la personne qui a honte d'elle-même. Qui a de la difficulté par rapport, qui ne s'estime pas beaucoup, qui a peu de valeur propre, qui s'accorde peu d'importance. Donc, qui a vraiment de la difficulté à prendre sa souveraineté d'une certaine façon en elle-même d'abord et avant tout. Et le bourreau, lui, face aux mêmes épreuves qui ont amené de la honte chez la victime, c'est quelqu'un qui, au lieu de réagir à l'écrasement par la honte, en la prenant sur elle-même, va réagir aux écrasements, aux humiliations par la colère. Entre ces deux modèles-là, vous avez ce qu'on appelle les sauveurs. C'est des gens qui, eux, souvent un enfant se sent responsable du bonheur de ses parents, qui n'en ont pas de bonheur, alors il va se mettre à les sauver. Et le sauveur, lui, se sent toujours coupable. Et ça, c'est très fréquent au Québec aussi. Beaucoup de choses marchent sur la culpabilité. Donc, c'est pratique d'être en position de victime, ça peut être pratique d'être en position de bourreau, ça peut être pratique d'être en position de sauveur, mais en réalité, ce sont toutes des positions très limitées qui nous enferment. Au début, on les emploie pour survivre. Après un certain temps, elles deviennent notre prison, elles deviennent notre piège. Alors, au début, je vais vous inviter à présenter chacun un conflit qui a été bouleversant pour vous. Et on s'entend que ce conflit-là ne vous résume pas, c'est un moment de votre vie. Et on va regarder la mécanique de ce conflit-là ensemble et inviter nos téléspectateurs à faire la même chose. Donc, qui veut commencer? Ben, je peux bien y aller. Vas-y, Sylvie. Moi, il y a 7-8 ans. Je suis arrivée à un mur dans ma vie. À ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que ma vie était finie, que ça allait s'arrêter là. C'était marqué mur. C'était marqué mur et je suis même pas sûre d'avoir pu le lire à ce moment-là, tellement je suis rentrée dedans. J'ai eu une perte d'emploi à laquelle je m'attendais vraiment pas et ma relation de couple s'est mise à, franchement, dégringoler, à se désintégrer à une vitesse folle. Et tout ce à quoi j'avais toujours cru dans ma vie, que quand on travaillait fort, on réussissait. Toutes ces idées que j'avais héritées de mes parents, parce que moi, j'ai été élevée sur une ferme, alors c'était vraiment des choses très terre-à-terre. Bien, tout ça, ça m'est revenu d'en face et là, je me suis dit, ça marche plus. Comme j'avais construit beaucoup autour de ça, autour du professionnel, c'est comme si on venait me dire, non seulement t'es pas bonne dans ton travail, t'es pas une bonne personne, t'es pas une bonne blonde, t'es pas une bonne amante, t'es pas une bonne mère. Alors là, je suis partie dans les remises en question. Et c'était gros, et c'est resté gros pendant un bout de temps. Je dirais que j'ai jonglé, j'ai flirté avec le suicide pendant un petit bout de temps. Et à un moment donné, mon fils est arrivé. J'ai un petit garçon qui est né avec un trouble envahissant du développement, une forme d'autisme, mais je me suis rendu compte qu'avec lui, je remettais rien en question. Avec lui, je me sentais pas coupable, j'ai foncé dans le tas, j'ai trouvé des solutions, on a réglé des problèmes, on avance encore ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer tout simplement, tu es capable de faire ça avec lui, pourquoi tu le fais pas dans le reste de ta vie? Et c'est là que je me suis mise à remonter les marches tranquillement, pas vite. Au moment de ce conflit-là, quels étaient les sentiments qui t'habitaient? Quelle sorte d'émotions tu vivais intérieurement? Nul.
J'ai toujours pensé de moi que j'étais une mésadaptée sociale. J'ai l'air très conventionnelle. Mais quelque part, j'ai jamais senti que j'étais à ma place nulle part. Alors, c'est quoi? C'est du rejet. C'est le sentiment de pas être bonne à rien, de pas vraiment être nulle part à sa place. Je sentais pas de sentiment d'appartenance à quoi que ce soit. Mais probablement parce que j'en avais même pas par rapport à moi-même. Alors, c'est ça que ça m'a ramené. Et c'est encore difficile. Chez moi, c'est très fort. Ma première réaction, c'est toujours de me dire, t'es pourri, tu vaux rien, ça marche pas. Ça revient toujours. J'ai ça à l'intérieur de moi, puis je pense que c'est avec quoi je vais devoir apprendre à négocier jusqu'à la fin de mes jours. Tout à fait, parce que les croyances qu'on porte inconsciemment comme ça sont très, très agissantes. Hein. Elles agissent comme des aimants, en fait. Hein. C'est vraiment ça que la meilleure image qu'on peut employer. Elles agissent comme des aimants qui attirent des situations dans lesquelles ce genre de choses-là va pouvoir se remettre en scène et être révélé à nouveau. Mais bien sûr, pour qu'on puisse le dépasser puis qu'on puisse le traverser. Et bien sûr, ça peut aussi nous détruire. L'événement tant que tel, il est neutre. On te renvoie, c'est neutre, d'une certaine façon. Mais pour toi, tout à coup, ça remet en jeu tout le passé. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Normand? Bon, moi, il y en a plusieurs. Plusieurs trucs ou plusieurs conflits? Il y a plusieurs conflits. Il y en a eu un que j'ai réussi à régler. Je vais parler de celui-là parce qu'il y en a un qui est en cours. Ouais. Puis je pense que En cours? Je ne sais pas si je vais le régler bientôt. Non, moi, ça a été vraiment un conflit avec ma mère. Bon, comme plusieurs hommes de notre société ont eu. Et puis, moi, ça a commencé dans son ventre. Mon père a perdu ses jambes le 24 mai 1962. Ma mère est enceinte de moi. Je suis né le 22 septembre. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre elle et moi à ce moment-là, mais il s'est passé quelque chose d'énorme parce que ça nous a suivis jusqu'à ce qu'elle meure il y a 6 ans. Mais toujours là, en s'aimant, je l'ai aimée, cette femme-là. Elle partait avec ma sœur magasiner. Je faisais de la fièvre parce que je me sentais abandonné. Puis, à l'adolescence, ça a pété complètement. Je donnais des coups de poing dans les murs en voyant sa face. Puis, ça a duré ça jusqu'à ce que, un moment donné, que je comprenne que tout ce qu'elle voulait, c'était m'aimer 2 fois plus. Parce que mon père, lui, il sauvait la vie d'un bar parce qu'il venait de perdre ses 2 jambes. Puis, il a continué à travailler pendant 25 ans après son accident pour faire vivre la famille. Fait que quand il arrivait le soir, il s'en allait dans le boudoir, puis il écoutait sa TV, puis il buvait ses cibières. Puis, c'était très correct comme ça parce que lui avait besoin de ça. Fait qu'en n'ayant pas vraiment mon père, qui était là, qui nous aimait, qui n'avait aucun problème, mais qui n'est pas venu jouer au hockey avec moi, qui n'est pas venu faire ci avec moi, ça a fait en sorte que ma mère a doublé son amour pour moi, donc le contrôle qu'elle a eu sur moi, donc le contrôle que j'ai eu, la difficulté à vivre avec toute la majorité des femmes que j'ai eues dans ma vie. Et puis là, en même temps, ça s'en vient avec mon fils, que là, ça va bien avec mon fils, mais on a des conflits comme quoi, comment j'agis avec mon fils, parce que j'ai pas eu d'exemple de père vraiment. Alors, c'est tout ça qui me rentre dedans, qui m'a rentré dedans un bout. Puis là, avec mon fils, je commence à régler certaines affaires aussi. Puis c'était quoi au niveau, quand le conflit est très ouvert pour toi, tu parles d'adolescence et tout ça, quels étaient les sentiments que tu vivais, les émotions que tu vivais? Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Elle m'a habillé jusqu'à l'âge de 6 ans. Moi, j'ai pissé au lit jusqu'à l'âge de 11 ans. Tu te dis, mon Dieu, il y a quelque chose là, tu sais. Puis elle m'a avoué un moment donné, quand j'ai arrêté de pisser au lit, qu'elle est venue me voir durant la nuit, puis qu'elle me parlait pendant mon sommeil, puis qu'elle me dit, là, ça suffit. Tu vas arrêter de faire pipi au lit parce que là, t'es un grand garçon. Puis ça a marché. Elle avait lu ça quelque part, puis ça a marché. Mais le conflit inhérent qu'on avait, elle et moi, c'était lâche-moi, laisse-moi vivre. Arrête de me contrôler. Je me sentais complètement étouffé parce que je lisais un livre de médecine à un moment donné, puis elle me disait, qu'est-ce que t'as, t'es-tu malade? Non, je lis seulement un livre de médecine, et là, ça escaladait. C'était des conflits qui partaient de rien. Elle était tellement insécure, elle se sentait tellement coupable de ce qui était arrivé à mon père, pourtant elle n'avait rien à voir là-dedans, qu'elle nous a suraimé, mais moi en particulier parce que j'étais le dernier de la gang, tu sais. Alors... Ça, elle était beaucoup dans une position de sauveuse. En fait, elle avait dû sauver son mari, aider son mari, puis là... Exactement. C'est parce que... C'est moi qu'on a mis sur un piédestal aussi, là. On m'a appelé Trésor, on m'a mis haut comme ça, là. Je fais pas ce métier-là pour rien, je veux me faire aimer par le plus de personnes possible aussi en même temps, là. Dominique? Oh mon Dieu, moi je dirais que la plus grande épreuve de ma vie, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu aussi beaucoup de conflits. Tu parles de ta mère. Moi aussi, ça n'a pas été facile avec ma mère, avec mon père, avec ma sœur. Ce sont des choses qui se sont arrangées un peu avec le temps, mais je dirais que la plus grande épreuve de ma vie, c'est d'avoir perdu mon conjoint qui avait 49 ans, qui est mort en jouant au squash. Et pour moi, ça a été dramatique. Pour moi, ça a été... Je me suis déconstruite complètement. Pour moi, ça a été vécu... D'abord, c'est une mort subite, alors c'est déjà un grand choc. Et ça a été vécu, dans mon cas, comme un abandon.
Mais ça a été très difficile pour moi et j'ai été obligée, en thérapie, parce que j'étais déjà à ce moment-là en thérapie, d'aller voir d'où venait ce sentiment-là d'abandon. Et ça vient évidemment de mon enfance. Moi aussi, j'étais très, très attachée à ma mère. L'angoisse de séparation a été terrible quand j'ai commencé la première année à l'école. On m'a fait commencer très tôt, à 5 ans, plutôt qu'à 6 ans, la première année. Et mon grand-père était mourant à ce moment-là à la maison. Il habitait avec nous. Et c'était mon seul ami et mon grand ami à la maison. C'était vraiment mon meilleur ami. Et tout ça, ça n'était pas dit qu'il était mourant. Mais moi, je le sentais dans ma petite tête d'enfant, je le sentais. Alors, j'ai dû me séparer de ma mère pour la première année, tout en sachant que mon grand-père était mourant. Il y avait un sentiment un peu glauque à la maison, difficile à cerner. Et je me suis amourachée d'une certaine façon de mon professeur de première année, qui a été une femme extraordinaire, qui m'a beaucoup aimée, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai retrouvée d'ailleurs 35 ans plus tard, c'est bien drôle. Et elle est partie à la fin de la première année, elle s'est mariée, elle est allée vivre à Québec. Et j'ai vécu ça aussi comme un abandon. Alors, j'ai eu une vie dans la première année d'école où je me suis sentie assez désertée d'une certaine façon. Quitter ma mère, mon grand-père qui meurt, le professeur qui s'en va. Et ça a teinté ma vie longtemps, longtemps, de sorte que j'ai souvent choisi des conjoints avec qui... des conjoints que je quittais souvent moi-même par peur d'être quittée. J'avais tellement peur d'être quittée, c'était terrible. Et là, pour une fois, je tombais sur un gars vraiment avec qui j'avais une relation exceptionnelle et qui m'est ravi par la mort, qui m'est ravi par le destin. Là, vraiment, c'est pas lui qui est parti, c'est la mort qui est arrivée. Et Seigneur, ça m'a pris un temps fou pour arrêter de pleurer. J'ai vécu, je dirais, de deuil assez intensif, là, grave, là, pleurer beaucoup, dépression et tout ça, au moins 2 ans. Et j'ai pu tomber amoureuse à nouveau au bout de 3 ans. Donc, le sentiment dominant, la blessure dominante, c'était la question autour de l'abandon. Oui, la question de l'abandon. Répété. Oui, et c'est insupportable pour moi d'être sans lien, de sentir que je suis sans lien. Ça, c'était... Et là, quand quelqu'un meurt, tu peux même pas le rappeler pour lui dire « Oh, on fait quelque chose, on essaie de se raccommoder. » Oui, c'est pas du tout comme une séparation, c'est l'inéluctable qui arrive. Il est mort. Il était là le matin à 8 heures dans la maison. Et on vient te voir à 1 heure, à 13 heures pour te dire qu'il est mort au squash. Et là, tu te dis, mais où est-ce que t'es? Ça a été vraiment une grosse expérience dans ma vie. Ça m'a beaucoup transformée, oui. Vincent? Alors disons, moi, la famille, ça a toujours été quelque chose d'assez important dans ma vie. J'ai toujours un rapport assez fusionnel avec les gens que j'aimais. Et ma vie a toujours été assez calme, je dirais. Et mon mur, mon Waterloo, mon gars et ma fille est née. Mon gars est né, je suis un peu fort en date comme Normand, le 3 juin 96 et le 6 juin 96. Il y a 3-6 là-dedans, le chiffre du diable, 666. Mon fils a fait un arrêt respiratoire et j'ai dû le réanimer. La seule image que j'ai eue, c'est deux mains comme ça, avec un enfant bleu au bout de ces mains-là. Et moi qui suis rentré dans une espèce de canal très chirurgical, je dirais, où il n'y avait pas de place à aucune émotion, j'ai pogné mon gars, j'ai fait je ne sais pas par quelle magie, toutes les techniques de réanimation que j'avais apprises quand j'étais secouriste, mais de façon très, très, très froide. Et cet enfant-là était parti et doucement, j'ai senti sa vie revenir. Mais ça a coïncidé avec tout un chambardement dans ma vie. Ça coïncidait avec une séparation, ça coïncidait un peu comme toi, là. Il y a eu bien du stock qui est arrivé en même temps. Il y avait bien de la réanimation à faire. Il y avait bien de la réanimation à faire. J'ai vraiment pogné un mur et toutes mes priorités, toute ma vision du monde s'est vraiment transformée. Alors là, je suis vraiment rentré dans un quasiment cliché, là, la dope. Une dope solide. Ma mère va peut-être l'apprendre à soir. C'est mieux qu'il l'apprenne après pendant. Mais ça va très bien, la mère. Non, mais c'est ça. Donc, la dope, les filles, les bars, toute cette espèce de mascarade-là. Et un moment donné, c'est ça. Ça m'a juste eu une espèce de descente. L'idée de suicide, l'idée de passer... Donc, puis à un moment donné, il y a eu, à partir de ces événements-là, une renaissance. Et je réalise que ces événements-là ont été pour moi une grande, grande, grande bénédiction. Et ça a été essentiel pour moi. Heureusement, mon fils est dans une forme remarquable maintenant, mais ça a été une bénédiction.
vais être une personne discrète. Je vais arriver dans un groupe, je m'efface. Je m'impose pas. Je vais laisser passer tout le monde en avant de moi. C'est comme j'essaye de pas faire de conflits, de pas faire de vagues. J'ai peur d'être prise dans une situation que je vais avoir à me défendre. Puis finalement, me défendre, c'est une de mes plus belles qualités que je t'apprends à découvrir, qui était plus que temps, puis qui m'apporte beaucoup de bien-être personnel. Ce qu'on vient d'entendre nous enseigne d'abord la nature du conflit. Un conflit, c'est pas seulement ce qui éclate entre deux personnes, c'est pas seulement une explosion, c'est aussi des tensions qui durent très longtemps dans une famille, c'est aussi tout à coup un moment qui est presque traumatique dans une vie. C'est tout ce qui nous amène au fond une sorte de heurt, de malaise, de dérangement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des émotions liées au conflit, parce qu'au fond, la nature même du mot émotion, c'est dérangement, ça veut dire déranger, et ça veut dire qu'il y a un dérangement à l'intérieur de soi. Un dérangement à l'intérieur de soi, ça veut dire que tout à coup, on ne se trouve plus en accord ou en harmonie avec tout ce qui nous arrive. Et bien sûr, ça nous questionne toujours d'abord et avant tout de l'intérieur. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que c'est de ta faute si je suis en colère, c'est de ta faute si je suis triste. Mais ce n'est pas le cas. Alors, nos invités, au fond, eux, ne sont pas dans cette dimension-là. Ils nous invitent déjà à penser que derrière des conflits, on va retrouver des besoins, on va retrouver des attentes. Et derrière ces attentes, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ce sont des expériences du passé, des expériences douloureuses. On va retrouver des peurs. On va retrouver aussi des croyances, comme Sylvie déjà nous disait dans son anecdote. Moi, je me sens nulle, je me sens pas compétente, je suis jamais à la hauteur. Alors, on nous parle d'une croyance profonde qu'elle a prise à travers d'expériences répétées dans l'enfance. Une croyance, au fond, c'est une sorte d'interprétation limitée qu'a faite l'enfant à partir de sa connaissance à lui de ce qu'il était et de ce que le monde était, mais qui, bien sûr, à l'âge adulte, n'a plus de sens, mais qui continue à agir de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit remise en question par la vie. Et nos épreuves viennent remettre ces choses-là en question. Alors, c'est ce qu'on va entendre. On va entendre leurs expériences du passé, on va entendre les peurs, les besoins, les croyances qui sont en jeu. Et ça va nous permettre de comprendre qu'au fond, je vous donne un exemple pour finir. Par exemple, une personne ne s'est pas sentie comprise quand elle était jeune. Ça va être quoi son besoin? Ça va être d'être compris. Et ce qu'elle va chercher, c'est la personne qui la comprend le mieux au monde. Et qui est-ce qu'elle va rencontrer? Quelqu'un qui ne la comprend pas, pratiquement toujours. Et aussi, pourquoi? Parce que cette personne-là a une croyance en elle-même qui est, peu importe ce que je fasse, que je marche sur la tête, que je sois drôle, que je sois triste, on ne me comprendra pas. Il faut que cette croyance-là soit défaite. Et en même temps, c'est une personne qui se promène dans la vie avec une peur de ne pas être comprise. Alors, c'est tout ça qui est l'ensemble de notre personnalité. Normalement, quelles étaient les attentes et les besoins par rapport à ta mère qui étaient en conflit, justement, qui se heurtaient dans toi? Mais moi, en quelque part, je me suis rendu compte que j'étais tanné qu'elle en fasse autant. Oui, oui. J'étais tanné qu'elle ne pense pas à elle, qu'elle faisait juste penser aux autres. C'est très beau, c'est très correct. Mais quand tu t'oublies comme ça, je ne sentais pas qu'elle était, elle, heureuse. Elle nous rendait heureux. Mais elle, ça m'a déjà dit, « Ah, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça. » Tu avais besoin que ta mère soit plus autonome, oui, plus heureuse par elle-même. Absolument. Et toi, tu avais besoin d'espace, tu avais besoin de J'avais liberté. besoin qu'elle me rende mon autonomie par ça aussi. En devenant autonome, elle va me rendre autonome aussi. Bien, en s'occupant de moi comme elle s'occupait de moi, j'avais toujours besoin de ce contrôle-là. Donc, le contrôle que j'ai toujours eu besoin avec les filles avec qui je suis tombé en amour, que c'était des filles contrôlantes, je me disais, Chris, les femmes sont pas toutes contrôlantes, ça se peut pas, j'aime pas ça. Arrêtez de me contrôler, mais c'était pas de leur faute. C'était moi qui avais besoin de ça sans le vouloir. Alors, quand tu te rends compte de ça, c'est là que j'ai fait « OK ». D'où mon problème que j'ai eu longtemps avec quelques filles que j'ai eues dans ma vie. Puis là, maintenant, quand j'ai réussi à être tout seul, à m'apprécier moi-même, à dire « Je suis capable, mais pas besoin de filles dans ma vie ». Tu es plus dépendant comme Absolument. Là, j'ai trouvé une fille formidable qui n'est pas du tout contrôlante, puis que j'ai changé mon pattern. C'est ça, c'est ça qui est intéressant. J'ai changé mon pattern. C'est ça, exactement. Parce qu'au fond, on pourrait dire que des expériences se répètent dans nos vies. On les rejoue, on les rejoue, on les rejoue jusqu'à temps qu'on puisse les comprendre. Et c'est sûr qu'elles sont toujours basées, Sylvie, on va venir à toi, elles sont toujours basées sur des désillusions. Tu as toujours une désillusion qui vient te frapper parce que tu es dans une croyance, effectivement. Si je travaille fort, si j'arrête pas, si j'y vais, tout va se passer comme il faut. Et ça se passe pas comme ça. Et ces désillusions, on a de la difficulté à accepter que ces désillusions-là sont importantes ou sont quelque chose de bon qui vient d'arriver.
parce qu'elles vont nous ramener, effectivement, nous obliger à une prise de conscience de soi puis un respect de soi-même. Toi, quelles étaient tes attentes par rapport à l'employeur, par rapport à la relation, par rapport à tout? Bien, c'est-à-dire Même par que... rapport à avoir un enfant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question. Ben moi, tous les aspects de ma vie se sont comme présentés à moi sous un jour plus noir au même moment ou à peu près. Bon, il y a d'abord cette histoire-là. Ça, moi, depuis que je suis petite, mon père est agriculteur. Tu sais, chez nous, là, tu te lèves à 5, tu te couches à 10 le soir, puis tu n'arrêtes pas bien dans la journée. Alors, c'était ça. Et c'était, tu travailles fort et tu récoltes quelque chose au bout du compte. Ouais. Alors, moi, je travaillais fort et en général, je suis quelqu'un qui est assez apprécié dans ces milieux de travail. Donc, ça a commencé comme ça. Et pour moi, le travail, pendant une très grande partie de ma vie, a vraiment été au cœur. C'était Oui. qui j'étais. Et à travers ça, à travers le regard des autres, je me sentais quelqu'un. Je me sentais personne autrement. Il fallait toujours que quelqu'un me regarde et me dise que j'étais bonne. Il y a une période même où j'appelais ma mère tous les jours pour qu'elle me regarde tous les jours à la TV puis qu'elle me dise si elle me trouvait bonne. Et si elle me trouvait pas bonne, ça allait pas. Alors, c'est à travers le regard des autres. Cette histoire-là, je travaillais fort, mais il y avait aussi le regard des autres que j'étais incapable d'exister sans ce regard-là. Alors, il a bien fallu, quelque part, et même au pire de tout ça, mon fils qui naît, qui est un bébé, qui est censé se coller contre moi et qui est censé naturellement être près de moi, il veut rien savoir. C'est un enfant qui ne peut pas manifester d'intérêt pour les autres. Et là, j'étais vraiment... Une épreuve, là. C'était vraiment une épreuve. Bien, ça a été très difficile. Ça a été extrêmement difficile parce que personne ne me rendait un regard intéressant de moi-même. Alors, il a bien fallu que je m'arrête et que je me dise qui je suis. Est-ce que je vaux quelque chose? Et que je commence à explorer cette question-là. C'est ça. Alors là, C'est le bout difficile. c'est ça, c'est un bon exemple. Tu vois, tu as une situation de base, un conflit émerge avec un employeur, avec un amoureux, il y a un enfant, il y a une désillusion profonde à tous ces niveaux-là, donc tes besoins, ils ne sont pas remplis, il y a des illusions, et bien sûr, ça te renvoie automatiquement, et c'est normal de dire que nos conflits sont engendrés par des besoins, et nos besoins ont des sources profondes qui sont, la plupart du temps, dans des blessures du passé. Comment ça te parle, qu'est-ce que je raconte, Vincent? Mon père était une victime. Okay. Mon père, c'était une victime. C'est de la faute des autres. C'était une victime et il laissait... Touche pas mes bas, c'est pas moi qui les ai changés de place. Il disait pas comme ça, mais il laissait la vie. Il laissait la vie. Il se laissait fourrer par ses employés. OK, très passif. Il a fait faillite. Bon, tout ça. Il laissait les choses aller. Là, de un moment donné, moi, je me suis dit non. Moi, je veux devenir maître de ma vie. Et je veux que mes enfants deviennent maîtres de leur vie également. Alors, je disais à mes enfants, je dis, regardez, aujourd'hui, on va-tu au cinéma? C'est un dimanche, on va-tu au cinéma? Je dis non. Je vais vous dire, on va poster une lettre à grand-papa. Ah oui, il est mort, grand-papa. Rien. On va y écrire une lettre. On s'en va au cimetière. On est allé au cimetière, on est allé à sa tombe, là, on a gratté la terre, on fait un trou. Je dis là, on va y maler une lettre ici aujourd'hui. Puis je dis, on va y maler une lettre, il va l'entendre. Puis je dis, je veux que vous sachiez que vous avez le droit de faire la même chose avec moi. Il y a des choses que je vous passe que vous n'êtes pas obligé de pogner, là. Puis vous pouvez me le remettre. Alors aujourd'hui, je dis, je remets à Jean Gratton, mon père, telle chose. Et je veux garder de cette énergie-là telle chose aussi. Entends, bon, c'est quoi l'ombre, c'est quoi la lumière, hein, Oui, ces tout à fait, parties-là. tout à fait, tout à fait. Donc, et je trouvais ça important que mes enfants soient comme témoins de ça, si on veut. Mais ce que je trouve fascinant dans ce que tu racontes, bon, d'abord d'avoir réanimé ton fils, mélangé cette histoire de séparation, et ton père qui est très passif, c'est comme il y avait vraiment quelque chose de mort. Une Je te dis, lourdeur. j'étais fou furieux. Là, je trouve qu'on retrouve vraiment ce dont Normand parlait tantôt. Je veux dire, tu es vraiment en train de... C'est notre passé qui parle, hein? Une colère en moi incroyable. Cette colère-là qui a été... Je sais pas d'où elle vient. On me dit toujours que toi, t'es un volcan d'amour, t'es un volcan d'amour. Moi, je peux sauter là, une coche, là. Ça prend 5 minutes, c'est fini après. Il y a une rage en dedans. J'ai une colère. Pourquoi vous avez enlevé les jambes à mon père pour que tout ça arrive? C'est ça que je ressens depuis X années. Pour ça que ma mère est... Tu sais, on a tous été victimes de cet accident-là, mais c'est un accident. On ne peut pas rien y faire. C'est arrivé pour nous apprendre quelque chose, justement. Il faut mettre le doigt dessus, le bobo, le doigt sur le bobo, merci. Puis là, on va pouvoir évoluer, faire évoluer ce code génétique-là. Moi, je crois à ça, puis cette colère-là, je l'ai encore, puis elle me sert énormément pour certaines choses. Mon impulsivité, ça va me servir pour faire des bons rôles, puis, tu sais, de foncer, puis...
Mais d'un autre côté, avec mes enfants, il faut que je le respire, justement. Avec mon fils, j'apprends beaucoup ça. Parce que c'est lui qui m'a réveillé un moment donné. Il avait 4 ans, je venais de m'engueuler dans l'auto avec... Puis il me dit, « Papa, t'es pas heureux, hein? » Aïe, 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 aïe. Quand ton fils de 4 ans te dit ça, là, c'est une méchante claque d'en face. Ça a été mon mur. C'est ça qui m'a réveillé de faire non. Je continue pas dans ce genre de relation-là. Je vais mourir. Je me sentais mourir en dedans. Il m'a réveillé. Puis après ça, le soir, je suis allé au parc. Je me souviens très bien. En automne. Le vent d'automne, ça a fait OK. Là, il faut virer de bord. Il faut virer de bord. Puis j'en suis très reconnaissant, je le dis toujours. Donc, c'est deux, vous venez de raconter, au fond, 2 moments où vous êtes sorti de la victime en disant, mais c'est assez, ça va faire, c'est assez. J'étais assez d'être victime de ce passé-là, c'est un peu ça que tu dis. Oui, puis de se servir de la colère. Oui, puis on se justement, pour complaît transformer là-dedans. ça. On se complaît là-dedans aussi, à un C'est moment donné. confortable, Ben oui. Oui, c'est vrai. Ça, on apprend on préfère souvent, avant qu'on comprenne certaines choses, on préfère souvent être dans quelque chose qui nous rend malheureux, mais qui est connu, Ben oui, c'est que la confortable. nouveauté qui est porteuse d'espoir, mais qui est insécurisante. Dans un groupe, par exemple, je parle pour moi, je te donne un exemple qui m'appartient, c'est que je veux me faire aimer, mais de la minute qu'on commence à m'aimer, je ne sais pas comment faire pour qu'on m'aime. Alors, je m'organise pour... Ça, c'est inconscient, là. Je m'organise pour que les gens me rejettent, et là, c'est un pattern que je connais. C'est une émotion que je connais, je me sens confortable dans cette émotion-là. Mais je ne sais pas comment agir lorsqu'on m'aime. Mais c'est réglé, par exemple. Et maintenant, je peux dire que je suis très confortable et que je suis moi, puis que je suis bien. Bien, là, ils nous ont expliqué un petit peu d'où venaient leurs conflits viennent de besoins. Ces besoins-là reposent eux-mêmes sur des expériences du passé qui ont été répétées plusieurs fois. Ça a créé des peurs, ça a créé des croyances. On est enfermé là-dedans. Et bien sûr, il faut survivre là-dedans parce que c'est un système où il n'y a pas de joie. Alors, on va emprunter un comportement pour être capable de survivre à des expériences difficiles. Une façon d'être, une attitude intérieure, même, des fois, ce n'est même pas un comportement affiché à l'extérieur, c'est une attitude intérieure. L'exemple, par exemple, d'une personne qui, se sentant en position de vulnérabilité, faible, va décider « je suis forte ». Il va prendre une position « je suis forte », jusqu'à temps que quelqu'un lui dise « mais oui, mais on ne peut jamais te rejoindre, on peut jamais... Tu n'as pas de sentiments, toi. » Mais la personne ne peut plus être touchée, parce qu'il y a des choses qui l'ont touchée trop fort quand elle était jeune. Par exemple, Dominique, qui nous parle de l'abandon, pourrait très bien nous dire... je pourrais lui poser la question, « Oui, mais toi, où est-ce que tu t'abandonnes? Hein? Est-ce que tu t'abandonnes pas toi-même aussi? » Donc, c'est ce que d'ailleurs Dominique nous raconte, qu'il réalise à un moment donné qu'il faut qu'elle s'occupe d'elle. Donc, alors, ce que la personne va faire, c'est ce qu'on va appeler, elle va prendre un comportement compensatoire. Quelque chose qui va lui procurer une certaine sensation de force, un plaisir, même s'il est éphémère. Ça peut être même une compensation à travers des substances, la drogue, l'alcool, la télévision, le sexe, le chocolat, peu importe. Hein? Toutes sortes de façons de se donner un petit plaisir régulier pour ne pas toucher à la somme d'inconfort qu'il y a à l'intérieur. Alors, je me donne des petits conforts réguliers, ou une sorte d'attitude qui me garde dans un certain confort pour ne pas toucher au grand inconfort intérieur, à la sorte de distorsion que j'ai avec moi-même parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas réglées. Alors, ce qu'on va voir maintenant, et c'est ça la question que je leur ai posée, c'est comment vous avez fait pour survivre à travers ces périodes difficiles? Quels moyens de compensation vous avez utilisés? Moi, ça n'a pas été la drogue. J'ai toujours eu peur de ça. J'ai toujours eu tellement peur d'aimer ça que j'en ai jamais pris. Je me suis dit, je tombe là-dedans, regarde, je vais tomber là-dedans, je vais me noyer dedans, ça va pas J'ai de un bon des sens. patients qui tombait pas en amour avec ça. Il dit non, il dit, j'ai une mère très, très froide, j'ai peur, j'aime tellement ça, les caresses, que je veux pas que personne m'en C'est donne. drôle. Ben, tu vois, ben, la drogue, non, ça n'a Ça pas va été me pour moi. brûler. L'alcool non plus, ça n'a pas été pour moi. En fait, je dirais que j'ai vécu un peu... on parlait de masque, on parlait d'attitude tout à l'heure. J'ai vécu à côté de mes pompes longtemps, jusqu'à l'âge certainement d'au moins 27 ans. À côté de tes mes pompes, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire pas vraiment centrée, pas vraiment groundée, pas vraiment consciente de En qui rapport avec tes j'étais. sentiments. Pas du tout.
Ni avec tes sensations, pas là. Non, on parlait du sens du besoin de reconnaissance. Ça a été bien important pour moi aussi, comme tout le monde. Bon, aujourd'hui, ça s'est beaucoup modifié, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, ça avait une grande importance. J'avais tellement besoin d'être aimée que je m'adaptais aussi au prix même de mon propre bonheur. Alors ça, j'ai compris ça aussi avec le temps. Mais ça a été des béquilles importantes pour moi. Et ça a été long et laborieux de me débarrasser de ça. J'en suis pas complètement débarrassée. On a toujours des réflexes qui nous ramènent tout le temps des anciens comportements. Mais quand même, je me vois aller aujourd'hui. Je dirais que ce que la thérapie m'a apporté, c'est de me débarrasser justement de ce souci-là de plaire tout le temps. Je m'en fous si le monde ne m'aime pas. C'est un mannequin qui nous parle. C'est un ex-mannequin qui nous parle. Exactement. Oui, je suis un ex-mannequin en plus. Tu sais, l'image, pour moi, ça a été bien important. L'image, pour moi, ça a été d'abord une défense et un moyen d'approche. Ça a été les deux à la fois. C'est une lame à deux tranchants pour moi, l'image. Et je suis très consciente de ce que je peux faire et manipuler avec mon image. J'en suis parfaitement consciente. Et donc, la thérapie m'a apporté ça. La thérapie m'a apporté la capacité de me regarder. Et aujourd'hui, je vis pour moi-même beaucoup plus. J'ai encore bien des bébites. La peur de l'abandon est toujours là. J'ai encore beaucoup d'insécurité, mais je peux me regarder aller. Aujourd'hui, ce que j'ai de plus cher, c'est la capacité de me voir aller. Je ne peux pas nécessairement changer le comportement au moment où je le souhaite, mais je me vois aller. Je me dis, garde-toi bien fort, garde l'épaisse, garde-toi, allez, je me vois. Et c'est un grand sentiment de liberté de pouvoir me voir. Je sens que je m'appartiens. Tu as plus de capacité de t'accueillir sans jugement, sans... Je m'appartiens. C'est un grand sentiment. C'est là la liberté. Le bonheur, il est là. Le bonheur, il n'est pas dans aucune vague. Le bonheur, il est dans comment tu accueilles les vagues. C'est beaucoup ça. Ce que j'ai réalisé, moi, un des meilleurs conseils, un moment donné, j'étais en train de déjeuner, puis un médecin qui est à côté de moi qui me dit, je me confiais à lui, tu sais, puis il me dit, mets-toi la face dans le vent, puis respire. Dans le vent? Oui, mets-toi la face dans le vent, puis respire. La vie, c'est faite de petites affaires. C'est jamais, quand on parle du bonheur, on pense toujours à la grosse affaire. Mais le bonheur, c'est des petites choses dans la journée. C'est des joies accumulées. Plus tu en as, plus tu es heureux. Des C'est communions instants. avec des petites choses, des moments d'ouverture. Hier, j'étais assis avec ma blonde. Puis mon fils jouait avec ma fille dans sa chambre. Puis il faisait le cave. Et elle riait, là. Elle riait, j'étais assis, puis je regardais ma blonde, je dis, regarde, c'est ça. Un vrai rire Ce n'est d'enfant. que ça. C'est ça. C'est ça. Puis là, 2 heures après, je disais, veux-tu aller te coucher, là? C'est l'heure de te coucher, là. Mais on l'a eu, le bonheur. On l'a eu, un gros 5 minutes, mais il était là. Mais ça aussi, ça fait partie du bonheur. Va te coucher, c'est le temps, là. C'est ça. Il est 10h moins quart, Exactement. 7h demain. Exactement. Mais il y a eu... tout était là, pareil. Tout est là, pareil. Ce n'est que ça, tu sais. C'est ça. Moi, hier, j'ai fait une marche avec ma fille, parce qu'elle a 11 ans, donc elle prend un peu ses distances des fois. Oui, c'est là. Et là, marchant, en me prenant la main. Elle est venue chercher ma main. Ça a été incroyable. Pendant une demi-heure, là, j'ai savouré sa main dans ma main. C'était ça. C'est Puis beau, hein? le bonheur aussi, dire, juste être là, puis dire, ce que je viens de dire, là, salement, c'est en accord avec ce que je suis. En fait, le plus grand bonheur pour moi, c'est de sentir que mon agissement, que mes actes sont raccords, ça rappelle ce que tu dis, sont raccords avec ce que je suis à l'intérieur. Quand il n'y a pas de gap entre les deux, là, oh, ça, c'est des grands instants Ce que de je trouve bonheur. intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans le drame de la personnalité qui a besoin de résultats et d'être sûr d'être reconnu et tout ça. Non. On est juste dans le moteur de la chose qui est, Oui, tiens, là, je me sens en cohérence et c'est cette expression-là qui me rend heureux, l'harmonie, c'est ça. peu importe son résultat. Tu sais, C'est Moi, ça. j'espère juste un jour d'avoir du bonheur quand je paye mes impôts. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? On pourrait dire que, au fond, ce qu'on vient de décrire depuis le début de l'émission, c'est le drame d'une personnalité à travers un conflit. Mais ces drames-là existent pour nous montrer qu'on n'est pas seulement ça, cet amalgame de besoins, de peurs, de croyances. Il y a quelque chose en nous qui nous interpelle à travers l'épreuve et qui on pourrait appeler notre individualité profonde, notre essence créatrice, notre essence profonde. Alors, les personnes vivent moins en termes de « faut que je satisfasse ma personnalité », mais plus en termes « je veux vivre en accord avec mes élans profonds, avec ce que je suis profondément ». Je rencontrais quelqu'un, disons, et puis j'étais tellement mal à l'aise à l'intérieur de moi que, oh non, j'étais pas faite pour cette personne-là. Puis c'était pas vrai du tout. Mais c'est comme ça que je filais en dedans de moi, là. Et puis, en fin de compte, je retournais de bord. Ben non, j'avais une gêne qui n'était pas supposée d'être là. Puis ça venait de toucher beaucoup, beaucoup ma vie.
Fait que je me sentais comme victime des autres par rapport à ça. Puis en fin de compte, j'étais victime de moi-même. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens qui sont pris dans des situations difficiles? Qu'est-ce que vous autres avez appris dans des positions où vous étiez victime et dont vous êtes sortis? Et aussi, qu'est-ce qui vous fait vivre aujourd'hui si c'est plus nécessairement ou seulement besoin de reconnaissance, la compulsion d'être fort, d'être ci ou d'être ça? Qu'est-ce qui vous fait vivre aujourd'hui? Alors, ça serait les 3 petites questions que je vous adresse pour terminer. Ça va être difficile. Ça va être difficile tant que tu vas croire que c'est les autres qui sont ton problème. Tu dis aux gens, ça va être difficile tant que tu crois que c'est les autres qui sont responsables de ton problème. Oui. Tu t'en sortiras jamais. Parce que c'est pas vrai. Ils n'ont rien à voir. Donc, tu es en train de nous dire qu'on est d'abord victime de notre passé, de nos peurs, de nos besoins, de tout ce qui nous comprime, qui nous contracte, c'est ça? Exactement. On se regarde dans le miroir, on respire, puis on fait garde. Pourquoi ça me fait mal? Pourquoi ça me fait mal? D'où ça vient? Il faut vraiment faire un... Moi, pour moi, le passé, c'est un mur avec un paquet de photos. Tu regardes bien celles que tu veux regarder. Il faut que tu regardes les bonnes, des fois. Puis là, tu voyages là-dedans, puis tu t'essayes de trouver le bobo à la bonne place. On le sait quand on a la Oui, on le réponse. sait. Dans le corps, on sent quelque chose. On sent qu'on a touché la bonne affaire. Fait que c'est ton truc, toi aussi, tu te regardes dans le miroir et tu te dis... Oh, moi, et c'est vraiment, quoi cette affaire-là? c'est devenu presque obsessionnel d'une certaine façon. Moi, tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vivre au-delà des béquilles qu'on a eues, au-delà de tous les faux fuyants. En fait, c'est la vérité pour moi. Je trouve que la vérité, même difficile, est toujours mieux qu'un faux bonheur, qu'un heureux mensonge. La vérité, pour moi, c'est l'affaire la plus importante. Je déteste qu'on me mente, je n'aime pas mentir et je déteste être en compagnie de gens ou être en face de gens qui sont faux, qui ont aucun sens de l'authenticité. Si je n'ai pas la possibilité d'entrer en contact véritable avec quelqu'un, c'est sans intérêt pour moi. Il faudrait que je pratique ma compassion un peu là-dessus. Alors, je dirais que ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est ça. Et les petits bonheurs simples, en général. Si je me sens bien, si je me sens sans tension à l'intérieur, ça me fait faire une Moses de bonne journée. La capacité de se regarder, hein, moi, je pense Oui. que c'est le cœur de l'affaire. Et la capacité de se voir dans ses beaux et dans ses mauvais côtés. Si, par exemple, moi, j'ai eu pendant toutes ces années besoin de la reconnaissance des autres, c'est que je me l'accorde pas moi-même. Donc, une fois que j'ai réalisé ça, j'ai commencé à me reconnaître moi-même. Donc, tu fais une petite affaire de rien. Qu'est-ce que tu reconnaissais pas dans toi? Rien du tout. Je me regardais dans le miroir, je me trouvais pas regardable, je trouvais rien, il y avait rien de positif ou très peu de choses positives en moi. Alors là, tu décortiques, tu règles pas le problème en 2 temps, 3 mouvements, mais je m'arrête souvent, puis dans une journée, j'ai fait quelque chose de bien. Au lieu de passer à l'affaire suivante, wow, Sylvie, t'as vu ce que t'as fait? Bravo! Tellement facile de se regarder dans le miroir et de dire « c'est filette. Mais quand tu te regardes dans le miroir, tu fais « all right. Ah, si t'es beau. C'est le fun. Tu sais, le monde dit « oh non, on fait pas ça, on se vante. » Non! Vantons-nous! Donne-toi donc une petite claque dans le dos. Vantons-nous! Puis, C'est comme quand on dit vous aimez trop. Tu peux pas oui. trop aimer, tu peux mal aimer, mais tu peux pas aimer trop tes enfants ou qui que ce soit. Mais en même temps, je pense qu'on peut pas vraiment se libérer. C'est bien qu'on se donne des claques dans le dos et qu'on se conforte soi-même et qu'on a un regard compatissant envers soi-même. C'est sûr que si on s'aime pas soi-même, on peut pas demander aux autres de le faire non plus. Mais je pense que c'est important aussi de voir ce qu'on a d'écœurant en soi. On l'a tous. Moi, j'ai découvert quelque chose d'épouvantable sur moi-même l'année dernière, là, dont je parlerai pas aujourd'hui, mais d'abord mais une capacité à la haine. Je savais pas que j'avais cette capacité-là d'haïr de même. C'était épouvantable. Mais sais-tu quoi? Je suis contente d'avoir appris ça. Je le gère mieux. Cette capacité-là, ça veut dire qu'à l'inverse, tu as la capacité d'aimer autant. Quelque part, ça te dit de toi que tu peux revenir au milieu. Ouais. Mais c'est pas juste ça, c'est que les choses qu'on est inconscientes... Jung disait, c'est pas vrai qu'on ait des complexes. Ce qui est vrai, c'est que les complexes nous ont. Ben oui. Alors, c'est important de rencontrer ces ombres-là parce que tant que tu ne les as pas rencontrées, ils sont quand même actives. Hey, ça va jouer des tours, tu peux pas les contrôler. on va jamais pantoute. mettre de la lumière ça. dessus. Puis si tu pourras pas les contrôler. Non, Et t'as pas de choix, c'est ça. T'as pas de choix. Tandis que si tu sais que tu peux être haineux et dictateur et ci et ça, ou lâche, là, tu as un choix. Là, tu peux dire, tiens, je reconnais ça dans moi et là, j'ai un choix. Mais c'est ça, choisis pas ça. C'est ça que l'épreuve nous apprend.
Exactement. Je suis pas juste, je suis ça. Je suis aussi laid. Je suis aussi la déchéance. Oui. Je suis la renaissance, mais je suis aussi la déchéance. Ouais. Et pour renaître, il faut passer par une déchéance. Hein. Pas obligé, tout le temps. Je ne recommencerai pas demain matin. Mais c'était important. Puis moi, c'est vraiment... Ces épreuves-là aussi, ça nous apprend à choisir. Oui. Au pouvoir de choisir. Et c'est ça, moi, je rejoins totalement Normand par rapport à ça. Parce que choisir la femme avec qui on est, d'être la personne qu'on aime, choisir son travail, les gens avec qui on travaille, et comme citoyen, de ne plus être victime comme citoyen. C'est vrai. Moi, c'est la grosse affaire. Oui, qu'est-ce que c'est? Non! Tu as un pouvoir de citoyen. Tu veux mettre SO à terre? Tu peux mettre SO à terre. Il peut y avoir un boycott mondial, puis on se dit, hey, cette compagnie-là, là, hey, le bonhomme de SO, il a développé la politique énergétique des États-Unis avec Bush. Et lui, les effets de serre, non. Alors là, regardez, là, comme citoyen à travers le monde, on peut-tu mettre SO à terre? Regardez, on a juste à le boycotter. Mais ça, c'est une espèce de pouvoir du citoyen qu'il faut se réapproprier, Oui, comme le on a pouvoir chemin à personnel. faire. On dit toujours tomber en amour, comme si on n'avait tombait. pas de choix Comme si là-dedans. c'était la Tomber déchéance, enceinte. oui. Si on n'a pas de choix, ça nous arrive. Tombe. C'est beaucoup. Si tu tombes, C'est important, c'est ce que tu affreux, dis, là. Tu peux pas tomber. Choisir c'est- qui on aime. Oh, mon Dieu, il y avait un livre là-dessus, d'ailleurs. Choisir de qui on tombe en amour. Ça a l'air bête à dire, mais dans le fond, c'est un bon moyen quand tu es devant quelqu'un pour qui tu sens une attirance, de te Ouais, c'est demander, c'est-tu une attirance saine ou une attirance mauvaise? Ou ça répond-tu à chaque mes chose. bébites ou alors c'est quelque chose Oui. de profond, C'est d'intime? ça, et c'est ça, effectivement. Est-ce que ça répond à mon besoin de ci, de ça, et ma peur C'est d'abandonner ça? Ou au contraire, ça participe à mon élan de vie? Exactement. J'ai envie d'être plus participant à une société, à une création, à une collectivité, à une expression profonde, Oui. ou à toucher des choses sublimes. Est-ce que cette personne-là, c'est la compagnon ou la compagne qui va me permettre de le faire? Au contraire, est-ce qu'il répond à mon besoin de ci, mon Ou la besoin de ça? névrose complémentaire, tu sais. Ce qu'on peut dire après avoir entendu tout ce que nos invités nous ont raconté, c'est qu'effectivement, les épreuves peuvent être créatrices. On peut aussi s'en servir pour se détruire. Et on peut rester dans une position de victime toute sa vie. On peut aussi rester en position de colère et de bourreau toute sa vie et tyranniser notre entourage, ou en position de sauveur coupable toute sa vie, puis on peut jouer aux trois rôles, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même se dire que ces situations-là nous sont offertes pour qu'on puisse en sortir. Et c'est ça qui est important. Et pour pouvoir en sortir, il y a un élément très fondamental qui est en jeu, c'est qu'il va falloir devenir observateur de soi. Mais pas observateur de soi pour se critiquer et se juger. On dirait que le premier outil, ça serait d'être capable de s'observer presque avec tendresse, d'observer son propre jeu, son propre piège, parce que c'est pas vrai qu'on l'a fait tout seul non plus. Il s'est fait à travers la vie, il s'est fait à travers des peurs dont nos parents sont même pas responsables, qui sont nés avec l'existence, il s'est fait à travers des besoins qui se sont développés parce qu'il y a eu des heurts. Et tout à coup, on se rend compte qu'on est victime de tout ça. Et on se dit, tiens, je veux sortir de ça et je veux retrouver mon autonomie. Et à ce moment-là, donc, on pourrait dire, le premier outil qu'on a à notre disposition, c'est être capable de s'observer sans jugement. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est de la psychologie, c'est pas de la morale. Je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. C'est pas bien ou c'est pas mal de fumer 10 années. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on fume et comment ça fonctionne, quel rôle ça joue dans notre économie psychique, si on peut dire. Donc, c'est mon point de vue de thérapeute qui me fait dire ça. Donc, s'observer. En s'observant, bien sûr, on peut aussi s'aider en disant, tiens, je vais dresser presque en m'amusant la liste de mes besoins, la liste de mes attentes, la liste de mes peurs, la liste de mes désillusions. J'essaie de comprendre à travers un conflit, bien, si c'est vrai ce qu'il dit, M. Corneau, c'est quoi la croyance de base que dans le fond de ça? Ça se peut-tu que, tout en cherchant l'amour, je suis convaincu de ne pas pouvoir être aimé? Alors, je vais comprendre les ressorts profonds de mon propre drame. Et c'est comme ça que je vais comprendre, comme Normand D'Amour nous le disait, qu'on n'est pas victime de personne. Ça part de l'intérieur. Encore à travers des dérapages terribles, c'est encore à travers des épreuves terribles, c'est encore une partie de nous-mêmes qui cherche à nous parler, qui nous tape sur l'épaule, des fois un peu lourdement, pour nous dire « Reviens à toi-même, rappelle-toi qu'avant même d'être tout ce voile obscur et terrible, avec toute cette situation terrible, rappelle-toi que tu es d'abord et avant tout une essence joyeuse, amoureuse, légère, et que tu as le goût de participer à l'univers et d'être heureux. » À un moment donné, il faut que tu prennes
position aussi, puis tu te fais confiance dans la vie, puis tu trouves, oui, la vie est belle, puis ça vaut la peine qu'elle soit vécue.